minutes et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de Politiquement Incorrect sur votre chaîne de télévision. Politiquement Incorrect, émission de la rédaction centrale de LTM Télévision. Et ce dimanche, le programme a un tout petit peu changé, actualité oblige. Samedi noir dans la région du sud-ouest Cameroun et dans le Cameroun. On parle justement d'un drame qui est survenu à l'école laïque privé modèle Francesca School, situé au quartier Fiango, dans la ville de Kumba. Les assaillants ont tiré sans discrimination sur les élèves dans une salle de classe. On parle d'une vingtaine de morts et plusieurs blessés qui sont le bilan de cet acte horrible des combattants séparatistes. Plusieurs autres élèves ont été blessés. Une indignation des Camerounais suit la toile. Les observateurs, hommes politiques qui se sont exprimés et qui nous rappellent les résolutions du grand dialogue national dont l'anniversaire a été célébré il y a seulement quelques semaines. Un loup boulant qui pousse le préfet de la Mémé, le département de cette subdivision, arrondissement, on va dire département de cette localité dans le sud-ouest Cameroun, à lancer une offensive. Obligation, actualité qui nous oblige à revenir dessus. On parlera aussi au cours de cette émission, si le temps nous permet, de la dette du Cameroun, mais surtout des taxes douanières avec le président de la République qui ralentit l'application de cette décision. Voilà les thèmes de votre émission pour ce dimanche. Et tout de suite, on va prendre le panel pour la première articulation qui est la revue des grandes unes. Et je commence à ma gauche par le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le honorable Samuel Mout. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Je voulais également saluer mes camarades communicants des DPC qui très probablement sont en train également de ferrailler avec un certain nombre de nos adversaires sur un certain nombre d'autres plateaux, mais je voudrais surtout vous donner une petite minute pour pouvoir m'incliner pour la mémoire des gens que nous avons perdus dans le cadre du massacre que vous-même vous avez souligné tout à l'heure, qui sont passés à Kumbo. Et je voudrais effectivement que dans le cadre du débat actuel, que l'on tienne compte effectivement qu'on ait un peu plus de retenue pour essayer en fait de faire en sorte que le climat social au Cameroun puisse apaiser. Et il y a une déviance que nous avons observée depuis à peu près 4 ans aujourd'hui qui fait que de manière très innocente, des enfants qui veulent aller quelque part pour préparer leur avenir se trouvent confrontés à une sauvagerie totalement qui va au-delà de ce que humainement qui peut être supportable. Et dans ce cadre-là, effectivement, je pense que, et c'est d'ailleurs ce que nous avons dit jusque-là, il y a une union sacrée normale qui devait s'établir depuis que nous avons été attaqués. Premièrement, ça a été à l'extrême nord et deuxièmement également dans le cadre de ce conflit-là que nous avons vu naître sous nos yeux. Je trouve totalement intolérable que certaines personnes aient manifesté un peu de signes de comment dirais-je, de joie, de satisfaction. Non, même pas de satisfaction, mais un peu de connivence par rapport à ce qui s'est dessiné sous nos yeux. Nous voyons aujourd'hui que les conséquences sont terribles. Et je voulais également avertir, notamment l'OSDF qui est sur le plateau et le MRC également qui vient d'arriver, qu'il y a un écart par rapport à ce drame-là que nous vivons aujourd'hui. Je n'aurai d'autre solution que de quitter votre plateau parce qu'il y a des moments, effectivement, il ne faut pas s'amuser. Mais je souhaiterais que pour le bien des téléspectateurs forestiers, on en reparlera au cours de cette émission. Ce n'est pas encore le débat pour l'instant. Je souhaiterais qu'ensemble nous prenions la première articulation qui est la revue des grandes unes. Et avec vous, j'aimerais qu'on parle de la une du journal Cameroun Tribune qui est revenu sur le climat des affaires au pays. On parle justement de cet engagement pour la relance au cours de la 11e session du Cameroun Business Forum qui s'est achevée hier à Yaoundé. Pensez-vous que toutes les résolutions prises lors de ce forum-là pourront être applicables et permettre la relance économique du Cameroun post-Covid-19?
lorsqu'on est dans le cadre d'un forum comme celui-là, effectivement, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris, mais c'est des engagements qui doivent être confrontés à la réalité. Et donc, effectivement, pour ce qui sera applicable, on fera de l'appliquer. Mais vous savez très bien que la plupart de ces, disons que les exigences qui sont fixées dans le cadre de ce forum-là, très souvent, ils sont alimentés par le GICAM, qui doivent être compris comme étant des doléances que l'on soumet au gouvernement et qui doivent tenir également compte, dans le cadre de leur application, des contraintes internes, effectivement des équilibres qu'il faut nécessairement rechercher. Et quand quelqu'un dit par exemple qu'il faut libéraliser tel ou tel point, effectivement il faut voir effectivement si ça ne remet pas en cause l'ensemble des équilibres d'ordre global. Et dans le cadre de ces équilibres d'ordre global, la personne qui est en charge de pouvoir mieux les contrôler et mieux les surveiller, c'est le gouvernement qui aujourd'hui donner le cap pour pouvoir savoir effectivement qu'est-ce qui est implémentable, qu'est-ce qui ne serait pas implémentable. Il y a beaucoup de Camerounais qui attendaient bien sûr des résolutions concernant le secteur des petites et moyennes entreprises qui représentent près de 90% de l'économie camerounaise. On a parlé d'une aide, récemment ce chiffre à 10 milliards de francs CFA. Certains se demandent de passer la banque des petites et moyennes entreprises. Pourquoi n'a-t-elle pas aidé ces entreprises-là pendant cette période de Covid-19? Une banque, c'est une banque. Allez voir votre prochain créancier, c'est qu'effectivement, on peut ramener ça je veux dire, à un aspect beaucoup plus microéconomique. Lorsque vous partez voir quelqu'un de vos créanciers pour vous dire, prêtez-moi de l'argent, ça peut également sur un certain nombre de nombres prudentiels pour pouvoir savoir effectivement qu'il pourra rentrer dans les fonds qu'il aura mis à votre disposition. Dans ce cas-là, effectivement, ce sera une banque. Mais pour ce qui concerne les allégements qui ont été prévus par le gouvernement, effectivement, ces allégements sont d'application aujourd'hui. Et là également, dans un cas, on est dans le cadre effectivement d'une relation d'affaires, il ne faut pas sortir de là, entre une banque et un emprunteur éventuel, mais dans l'autre cas également, on est dans le rôle de l'ajustement gouvernemental qui fait effectivement que là encore on vous dit par exemple qu'il y aura des paiements assez rapides de la créance de la dette intérieure, effectivement on fera violence pour que la dette intérieure puisse être payée. Quand on vous dit effectivement qu'il y a des allègements fiscaux dans tel ou tel secteur, là également on pourra le faire. Mais la banque, une banque, qu'elle soit du PME, qu'elle soit d'initiative publique ou d'initiative privée, a toujours pour vocation, là également pour ne pas mettre en mal le système financier, a toujours pour mal en disant qu'une fois que j'ai prêté de l'argent à un certain nombre d'agents économiques, il faudra effectivement que je puisse m'assurer que les conditions de remboursement sont établies. Voilà, on sera avec vous tout au long de cette émission. Le temps pour nous de prendre le deuxième invité. Monsieur Taïou, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour madame, bonjour à tous vos téléspectateurs et un grand bonjour au peuple camerounais qui souffre le martyre de la malgouvernance notoire et chaotique du RDPC. Alors, avec vous, on va prendre le journal Repère qui est venu cette semaine sur le cancer du col de l'utérus et parle d'un vaccin qui est excommunié, le diocèse de Bala, émet des réserves sur son efficacité, interdit son usage dans les formations sanitaires. Comment avez-vous accueilli cette information-là? Moi, je pense que quand j'ai parlé de la malgouvernance, c'est s'étend sur tous les domaines. Surtout la santé. Monsieur, et la santé, tu as commencé. Le Cameroun n'est pas un jeu. On devrait d'abord faire venir le vaccin au Cameroun, faire passer ça au centre Pasteur, assister des spécialistes camerounais, avant même d'en parler, s'il faut qu'on adopte ou pas. Maintenant, comme ils sont dans le clientélisme et dans leur business, ils ne peuvent qu'organiser ce qui va frustrer les Camerounais et apporter de la divergence. Donc, il faudrait que le ministre de la Santé essaye d'appliquer les règles de l'art pour la pénétration des produits de santé au Cameroun. Alors, comment comprendre aussi la réticence de certains parents à vouloir administrer des vaccins à leurs enfants? Est-ce que c'est une mauvaise communication qui est faite sur les réseaux sociaux ou tout simplement il y a des gens de s'intéresser ou de s'arrêter sur ces vaccins qui sont administrés aux enfants, ces campagnes de vaccination qui sont effectives sur le terrain? Moi, je pense plutôt que les parents ont tout à fait raison, puisque la communication n'est pas correcte. Je venais de vous expliquer qu'on n'a pas utilisé la démarche scientifique pour faire entrer le produit au Cameroun. Vous savez que le corps humain vit de l'adaptation environnementale. Ce qui est possible dans les zones tempérées n'est pas possible dans les zones tropicaux. Mais au Cameroun, on fait comme si nous étions des machines, qu'on va importer n'importe quoi et partager aux Camerounais, ce qui ne doit pas marcher.
On va prendre le troisième invité de cette émission, c'est le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, et on s'intéresse sur les marches du 22 septembre, comme le propose le quotidien Le Jour cette semaine, qui s'interroge et demande que sont devenus les manifestants du MRC, et le professeur Maurice Kamto, toujours bloqué chez lui, Fogué et Bibou Nissak n'ont pas été extraits de leur cellule pour l'audience prévue à Yaoundé. Alors je commence avec vous, Monsieur Bignam, bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour, Priscille. Alors, je voudrais... Bonjour à tous mes panélistes. Merci. Alors, je voudrais donc qu'on réagisse sur cette question proposée par le journal Le Jour qui revient sur les manifestants de la marche du 22 septembre. Que sont-ils devenus? Priscille, permettez-moi de parler, dire quelques mots en anglais. Allez-y. Mon pays est en deuil. Hello, my brothers and sisters of Kumba. I join my voice and the voices of Sierra Militant and all Cameroonians, from those who live in the country and those who live abroad, to tell you condolences. Rest in peace, my kid. You who wanted only go to school. That is your right. And we condemn what happened yesterday. We condemn those who killed you. And we have only one thing to say to qualify this kind of atrocity, this terrorism act, is that those people are monsters. They are monsters. And we stand with the right justice in front of God, in front of Cameroon people, to say that enough is enough. C'est avec un très grand courage que j'ai rassemblé mes forces pour arriver ici. Et je vais rassurer à mon grand frère, M. Samuel Mot, que chez nous n'est pas ça. On sait faire là. On sait rester loyal. Mettons entre parenthèses la politique, ne serait-ce que pour ce dimanche. Parlons Cameroun. Nous allons parler économie. Parlons Cameroun, tout simplement. Parce que nous sommes endeuillés. Nous sommes endeuillés. J'ai passé la nuit à pleurer avec mon épouse et ma soeur qui est au Danemark. Jusqu'à présent, elle ne fait que pleurer. C'est compliqué. On comprend très bien l'émotion, on en reparlera au cours de cette émission. D'ailleurs, vous avez compris que c'est le sujet principal de ce dimanche. Mais obligation, actualité oblige, l'émission aussi, on va suivre les articulations de cette émission. Et je vais prendre le quatrième invité, Monsieur Luc Pinat, vous êtes le représentant du Social Democratic Front sur ce plateau. Et avec vous, on prend le journal Le Jour qui est revenu sur la peur sur la ville de Fumban. On parle justement des interpellations, de l'interpellation des experts pour l'autorité administrative lors de la formation des agents de la police municipale qui a suscité une manifestation dans la ville de Fumban. On a vu des milliers de citoyens qui sont sortis. Comment comprendre cette guerre qui existe entre le préfet et le maire de la ville de Fumban? Déjà, bonsoir Priscille, bonjour. Bonjour à... Nous sommes dimanche. C'est l'émotion. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs et bonjour à mes copanélistes. Vous me permettrez de prendre une minute pour adresser nos sincères condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque sauvage, qu'on dirait même barbare, qui a eu lieu hier. C'est aussi l'occasion de souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés à ce niveau-là. Ceci dit, s'agissant de la situation dans le Noun, il faut noter qu'on est là face au problème global de gouvernance et de respect des lois de notre pays.
en novembre 2019, on a voté au niveau de l'Assemblée nationale le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui définit les rôles des collectivités territoriales décentralisées, parmi lesquelles la mairie, qui a un droit de création des polices municipales. Nous sommes à Douala, toutes les communes de Douala ont créé des polices municipales et même la commune de Ville a sa police municipale. Donc on comprend mal comment un préfet dans le Noun va interdire à un maire de créer une police municipale conformément à la loi. Parce qu'en réalité, soit la loi, on l'applique à tête chercheuse, parce que c'est ce qui est le cas, c'est-à-dire que le préfet, lui, estime que la loi ne permet pas qu'on crée des polices municipales. Or, je suis dans une ville où toutes les communes d'arrondissement ont une police municipale, où la commune de ville a une police municipale. Est-ce qu'au Cameroun, il y a des communes où on peut créer des polices municipales et des communes où on ne le peut pas? Et, justement, c'est ce flou dans la gestion des affaires publiques qui crée un certain nombre de tensions. Et nous espérons que le plus tôt possible, les décrets d'application de cette loi vont arriver. Parce que pour éclairer les uns et les autres sur ce qui est leur rôle, sur ce qu'ils devraient faire et ce qu'on attend d'eux, quelles sont les limites des uns et des autres. Parce que je comprends mal qu'un préfet prenne sur lui d'empêcher un maire d'appliquer la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. L'administration est là pour appliquer, alors on dit le pouvoir exécutif. Ils exécutent les lois qui ont été votées à l'Assemblée. L'interprétation de la loi ne dépend pas de lui. Et séquestrer un maire, c'est un acte grave. Parce qu'imaginez-vous, dans une commune comme celle-là, il y a des milliers de personnes qui sont sorties. Il aurait pu avoir des dérapages. Parce qu'un monsieur refuse qu'on applique la loi. Donc, Priscille, c'est l'occasion ici de dire la décentralisation qu'on est en train de vouloir nous vendre doit être éclaircie. Nous sommes pour le fédéralisme parce que justement, dans un État fédéral, on n'aura pas ce genre de problème. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'échevauchement en termes d'autorité. Vous avez un préfet qui est nommé par M. Biya et qui vient imposer à quelqu'un qui a été élu par le peuple ce qu'il doit faire. Ça, ce n'est pas acceptable et nous dénonçons cette attitude du préfet qui refuse qu'on applique la loi dans le département du Noun. Merci à vous. Et puis là, on va tout de suite prendre la deuxième articulation. Il s'agit du premier sujet à débat. On le disait à l'entame de cette émission, samedi noir dans la ville de Kumba, où une vingtaine d'élèves ont été exécutés dans leur salle de classe alors que ceux-ci venaient pour des cours de rattrapage. On sait très bien que selon la déclaration du préfet, le lundi Gostan dans les régions anglophones du Cameroun, et ces élèves-là venaient se rattraper le samedi, surpris par les séparatistes qui les ont abattus à bout portant. Des descentes des autorités administratives ont été effectuées sur le terrain. Et je commence par vous, M. Nimi Lebo, je vous ai pas donné la parole dès l'entame de cette émission. Je commence par vous sur le sujet. Je voudrais avoir votre réaction à chaud face à cette atrocité, ces actes inhumains qui ont été perpétrés, orchestrés par les combattants séparatistes des régions dites anglophones. Je ne peux que demander à Mme Maximilienne Gombe et à Philippe Nanga des organisations dites de défense des droits de l'homme que je pense qu'ils doivent être satisfaits que les séparatistes ont respecté les droits de l'homme. Ils se sont battus pour les droits de l'homme en exécutant ces enfants qui n'ont rien à voir dans leurs ambitions ou dans leurs actes de criminalité qu'on veut nous présenter comme des actions pour la défense des droits de l'homme. Je veux que cet événement montre à notre pays tout entier jusqu'à quel point nous sommes dans une dérive intellectuelle où des gens, sous le prisme ou sous le prétexte d'avoir la liberté d'expression, procèdent à la production d'un certain nombre d'idées qui participent à la déconstruction même de l'état de droit. Et je crois que les gens, j'ai eu à le dire plusieurs fois,
qu'il y a des mauvais opposants, qu'il y a à l'intérieur de ce qui s'appelle l'opposition, des gens qui sont rentrés là-dedans, qui n'ont rien à faire là-dedans. Ils ne font pas de l'opposition, ils font de l'anarchisme. Ils sont des apôtres de l'anarchisme, qui le présentent habillés avec un certain nombre de discours supposés intellectuels sous le prisme de la liberté d'opinion. Il m'a été donné de lire plusieurs fois ici une réflexion du premier président de la Cour suprême, Miko Bessonnet, où il disait que il citait Daniel Sall. Il y a la liberté de penser, mais il n'y a pas la liberté de publier sa pensée. Cette liberté n'existe pas. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez dans votre tête, mais quand vous voulez publier, vous devez vous conformer à la loi. Selon vous, M. Milibert, est-ce que vous êtes en train de traduire ces actes par le fait qu'ils ont été encouragés par certains partis politiques? Mais c'est depuis le début, nous avons dit ici que tous les partis politiques et tous les acteurs qui veulent utiliser cette dérive qui se produit au nord-ouest et au sud-ouest comme un fonds de commerce politique, comme un argument de lutte contre le régime du président Biya, ils seront comptables. Ils seront comptables. Et je suis satisfait de voir que leur discours a servi à quelque chose. Ça sert à déconstruire l'État. Et tout le monde le voit de plus en plus. Et c'est bien comme ça, parce que ça clarifie les responsabilités des uns et des autres. C'est pas aujourd'hui qu'on tue les gens. On a commencé par décapiter à la fois. Et les gens ont estimé qu'il fallait dialoguer avec des gens qui prennent des machettes, qui prennent des armes, qui tuent. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, tous ces partis politiques qui ont voulu faire de ce conflit un fonds de commerce sont plus fondés à demander le dialogue. N'est-ce pas? Ils sont aujourd'hui plus fondés encore que jamais à demander le dialogue. C'est-à-dire que plus on va tuer, plus vous allez demander à l'armée de rentrer dans les casernes, de déposer les armes, de faire le cessez-le-feu, de faire le dialogue entre des gens qui veulent couper le territoire et ceux qui ont la mission de préserver l'intégrité du territoire. C'est ça. Et ce discours, c'est les hommes politiques qui l'ont tenu. C'est les partis politiques qui prétendent gouverner ce pays qui ont tenu ce discours. Je pense que tout le monde voit la conséquence logique, l'aboutissement de cette utilisation fallacieuse de la liberté d'expression. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est ce qu'on voit dans tous les pays, c'est ce qu'on voit en France, partout ailleurs. Des gens qui, sous le prétexte que les lois leur donnent certaines libertés, utilisent justement ces libertés contre la loi, contre la République. Et ça va donc fonder à terme l'interdiction. Parce que la légalité, c'est les gens qui la produisent. Elle n'est pas in extenso. Elle ne vient pas de Dieu, la légalité. Elle vient des hommes. C'est les hommes qui disent ce qui est légal. Dès lors que ça participe à la construction de l'état de société. Et lorsque vous avez des comportements qui ne participent plus à la construction de l'état de société, vous devez avoir l'illégalité. C'est de ça qu'il est question. Alors, M. Samuel Mout, on a vécu hier une journée vraiment triste où on a vu des vidéos pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de regarder. C'était horrible. Des enfants qui ont été mutilés, tués. Comment comprendre cela? Quelques jours avant, on a quand même vu l'émission, les arrestations de l'armée camerounaise, l'arrestation de certains généraux combattants séparatistes, certains qui ont été tués. Est-ce que la réaction aujourd'hui de samedi peut être considérée comme une perte de vitesse sur le plan militaire des séparatistes ou tout simplement un message envoyé au gouvernement camerounais? Comment comprendre cela? Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Quand on est en face des atrocités, il n'y a rien à comprendre à l'atrocité. Malheureusement, j'ai peur de vous dire qu'effectivement, que dans ce qui se dessine là, qui s'est dessiné là samedi, qui risque de se propager à l'avenir, ça risque d'être plutôt un début. Parce que quand vous mettez ça en rapport avec les déclarations de Thabo Nagui qui va absolument amener vaille que vaille le Cameroun au Conseil national, au Conseil de sécurité, d'inscrire la situation camerounaise à la prochaine Assemblée générale, vous comprenez très bien que ce n'est pas absolument un acte anodin.
C'est tout simplement quelque chose qui a été préparé, prémédité, pour pouvoir dire effectivement, contrairement aux efforts qui sont faits ici ou là par le gouvernement camerounais, il y a quand même matière à dire qu'effectivement qu'il faut qu'il y ait une intervention extérieure. Et c'est pour cette raison-là que vous savez, le Cameroun c'est un pays béni de Dieu. Nous attendons avec le maximum d'enthousiasme ce qui va se passer le 4 novembre aux États-Unis, parce qu'effectivement, je crois que tout ce que nous avons constaté aujourd'hui qui vient d'une main extérieure, à laquelle d'ailleurs s'associe un certain nombre de compatriotes qui malheureusement sont égarés, qui sont également protégés dans ces pays-là. Nous espérons également qu'une main divine aux États-Unis, le 4 novembre, pourra nous permettre effectivement d'avoir une certaine quiétude avec ces interventions-là qui pourront être enrayées pour une fois pour toutes. Mais c'est également l'occasion de revenir sur ce que Abel Ilmi disait tout à l'heure. Il veut dire quand on est agressé, on est agressé. Et dans le cadre de cette agression-là, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure d'une certaine connivence, d'une certaine compréhension. Quand vous me dites, est-ce que vous pouvez comprendre quoi? On n'a rien à comprendre là-dedans. Mais effectivement, il y a un certain nombre de partis politiques au Cameroun qui ont pensé pendant longtemps à pouvoir qu'il était totalement commode que l'on puisse afficher une certaine compréhension d'un certain nombre d'actes de viande dans la République qui s'est décidé sous nos yeux. Aujourd'hui, la conséquence, elle est là. Il vaut mieux éviter un certain nombre de conflits pour pouvoir ne pas se trouver dans une situation de guerre. Parce que seulement lorsque vous avez installé le désordre à l'intérieur de la République, le désordre notamment se manifeste non pas par le fait qu'effectivement que l'on tue telle ou telle personne, mais c'est le fait, effectivement, le désordre, c'est le fait de ne pas respecter les lois et les règlements qu'à l'intérieur d'une république, on s'est fixé d'un commun accord. Sortir dans ce carcan-là, vous êtes exposé à tout, parce qu'après, une fois qu'il y a une déflagration, on ne sait plus là où on va. Et nous demandons au gouvernement de la République, le RDPC demande au gouvernement de la République de continuer à accentuer son activité militaire dans la zone de telle manière à pouvoir assurer la tranquillité déjà dans cette zone. Vous voyez très bien quand je vous ai dit ça, qu'est-ce qu'on va nous opposer en face? On va vous dire vous n'avez jamais rien fait ça. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait tout à l'heure en me parlant notamment de la malgouvernance chaotique. Et on n'est pas à ce niveau-là. Parce que lui, quand il aura parlé pendant longtemps de la malgouvernance chaotique, lorsque lui aura fait la preuve éclatante de ce que effectivement le Cameroun est plutôt très bien gouverné, qu'est-ce qu'il en sortira? Ce qui doit en sortir, c'est ce que nous entendons faire pour les générations futures. Et dans le cas de ces générations futures-là, dans le cas de la préparation de ce que nous allons laisser aux générations futures, il n'y a pas de place à la guerre. Et dans cette guerre-là, elle aurait dû être condamnée depuis. Il y a une certaine connivence. Je suis désolé de constater qu'aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui s'inclinent à l'intérieur du plateau pour pouvoir dire qu'ils ont pleuré toute la nuit. Je prends acte de ce fait qu'ils ont pleuré pour toute la nuit, mais il faudrait maintenant qu'ils continuent ces pleurs-là et qu'ils se ressaisissent, parce que dans tout ce qu'ils font, c'est de dire tout simplement il y a la guerre au nord et au sud parce que le gouvernement n'a pas pu faire ça ou ça. Je voudrais insister là-dessus. Nous sommes dans un système démocratique. Lorsqu'on n'a pas pu gagner une élection première, notamment celle présidentielle, on attendait que la majorité puisse s'exprimer à travers un certain nombre d'options qui sont prises. Tout à l'heure, il me parlait effectivement, il commence à nous rabâcher le problème de fédéralisme. Très bien, mettons ça dans le panier des propositions nécessaires, des champs de possibilités nécessaires. Après, maintenant, lorsqu'il y a un suffrage qui s'annonce, on en fera certainement un thème de campagne. Mais ce n'est que dans ce cadre-là qu'il faut le comprendre. Il a le droit, effectivement, de dire qu'il veut du fédéralisme. Mais au début quand même de cette prise sociopolitique, on sait quand même que la revendication de ces séparatistes combattants était le fédéralisme, le retour à la paix. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Je suis en train de vous suivre, c'est pour ça que je veux oui, mais justement, ce que je vous dis, c'est dans le cadre effectivement de cette liberté d'expression, chacun peut dire, contribuer à alimenter le panier de possibilités. En disant, moi je veux le fédéralisme, tel autre disait, moi je veux un État jacobin, et un autre dira, effectivement, moi je veux un État, bien que jacobin, qui ait une certaine décentralisation. C'est des thèmes de campagne. Après, maintenant, on les inscrit dans les thèmes de campagne et on fait campagne. À partir du moment où il y a une majorité qui se dessine pour le fédéralisme, la minorité se taira le temps nécessaire que tout ce fédéralisme-là, le temps du mandat puisse être implémenté. Et ce n'est qu'après, effectivement, que l'on pourra remettre en cause. De ce qui s'est passé au nord et au sud, c'est de dire, effectivement, bien qu'étant dans la République, on vous imposera la sécession. Ou alors, à la limite, si on veut être un peu plus mou, on vous imposera le fédéralisme. Il n'y a pas à imposer aux citoyens à l'intérieur d'une république. Il n'y a pas à imposer la loi telle que doit se dessiner, telle que doit être appliquée. C'est la loi du nombre. Sur la base d'un certain nombre de tests qui nous gouvernent. Et lorsqu'on vous dit effectivement qu'il y a une élection, il y aura une élection. Sur la base de cette élection-là, on souffrira le temps nécessaire que la majorité, même si elle a des idées biscornues aux yeux d'un certain nombre de personnes, notamment qui sont des opposants, pendant cette période-là,
la loi devait être appliquée, la loi de nombre devait être appliquée. Et après maintenant, s'ils ont suffisamment de ressorts à l'intérieur de la société, ils prendront le relais. Mais vous imaginez bien, et c'est effectivement ce que nous leur reprochons aujourd'hui, c'est de dire à un moment donné, à partir du moment où nous pensons que notre horizon politique est obstrué, on s'agrippera sur un certain nombre de déviances à l'intérieur de la République pour pouvoir exister. Et dans le cas de cette existence-là, on a mis à mal parce qu'on a toléré pendant des années, on les a même encensés, on a même encouragé le fait effectivement que des gens étaient déviants au nord-est et au sud-ouest. La conséquence, elle est là. Le gouvernement de la République essaie de trouver des solutions et nous lui apportons notre soutien. Alors, Eric Pilla, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, les associations pourraient être l'origine de ce drame que nous vivons aujourd'hui, le fait de brandir à longueur de journée le respect des droits de l'homme, pourrait être l'élément stimulateur qui a poussé ces séparatistes à tuer des enfants, déjà que depuis plusieurs mois, déjà on enregistre des meurtres, des décapitations, des personnes mutilées dans ces régions dites anglophones. Priscille, vous savez, la situation est tellement grave que vouloir la politiser n'est de l'intérêt des personnes. Mais étant donné qu'ils sont allés dans cette voie, vous ne fouillez pas les conséquences de vos actes. Je dis bien, étant donné qu'ils sont allés dans cette voie, nous allons les suivre. La première chose que je tiens à dire ici, c'est que le Parlement camerounais n'a jamais débattu de la question de la crise anglophone, pourtant la majorité RDPC. Le SDF a lancé ce qu'on appelle l'opération Blocus pour que cette question soit traitée au niveau du Parlement. Parce que lorsqu'on dit que le Parlement contrôle l'action gouvernementale, ce n'est pas seulement ce que le ministre a fait en termes de politique générale, c'est aussi la gestion des différentes crises que nous vivons dans notre pays. Cette question n'a pas été traitée. Le SDF, à travers le chairman, l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs, sont les seuls qui, au début de la crise, sont descendus à Bamenda pour sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de rester dans une logique de discussion. Nous sommes également descendus à Boya. Il dit bien, le chairman, l'ensemble des députés et des sénateurs du SDF sont allés sensibiliser les jeunes sur les risques d'un conflit armé dans ces zones-là. Ça, c'est ce qui a été fait. Ce ne sont pas des débats. Je ne vous parlerai pas des courriers qui ont été écrits par le chairman au président de la République au fin d'une résolution pacifique de ces différentes crises. Il n'est pas question ici de venir sur les plateaux accuser les uns et les autres. Actuellement, nous déplorons ces attentats, sauf que ce sont les conséquences d'un problème. Je dis bien, ce sont les conséquences. Sur la case de part. Conséquences d'un problème. Les causes de la crise sont connues. Les sécessionnistes n'ont jamais participé à une seule élection au Cameroun. Parce que lorsque vous dites qu'il faut attendre l'élection, les sécessionnistes ne sont pas dans une logique électorale. Vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement, pas parce que je partageais votre avis. C'est ce que j'ai fait. Mais seulement, laissez-moi parler. Allez. Donc, ce que je dis, c'est que les sécessionnistes n'ont jamais participé à aucune élection au Cameroun. Les négociations qui ont commencé, ce n'était pas avec les sécessionnistes, c'était avec le consortium, qui était un regroupement de syndicats d'avocats, syndicats de commerçants, syndicats c'était un ensemble de syndicats, listes, qui se sont mis ensemble pour discuter avec l'État du Cameroun. Sauf qu'ils ont fini de discuter, ils ont posé un certain nombre de revendications, notamment le fédéralisme, et M. Emmanuel Sadi, qui était ministre de l'administration territoriale à l'époque, a pris une décision pour faire d'eux des ennemis de la République et de les arrêter, enfermés. Certains sont encore en prison. Abombala est sorti. Paul Aya est sorti. Mais est-ce que c'est tout ceci qui peut expliquer ces meurtres-là? Ce que je vous dis, il n'est pas question de vouloir expliquer. Comme il a dit, on n'explique pas. Là, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'on fait donc? On n'explique pas la tuerie des enfants. Mais seulement ce que je vous dis, c'est que ces meurtres sont la conséquence d'un problème. Il est question de régler les causes. Parce que jusqu'à ce que cette crise finisse, on aura toujours ce type d'acte. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit que est-ce qu'on doit encore négocier? Après le génocide rwandais, les gens se sont assis et ils se sont parlé. Après l'apartheid, j'espère que vous connaissez qu'on célèbre la journée de l'enfant africain parce qu'il y a des enfants qui sont levés pour manifester et ils ont été tués. C'est pour ça qu'on célèbre la journée de l'enfant africain. Je crois que c'est le 16 juin. Après l'apartheid, il y a eu la commission Vérité et Réconciliation. Donc, venir faire croire
qu'on va utiliser la guerre jusqu'à éradiquer de façon totale tous ceux qui pensent sécession, c'est faux. Ce que nous souhaitons, le gouvernement a entrepris des négociations avec les prisonniers politiques de la crise anglophone à Yaoundé récemment. On a le processus de Genève qui existe et qui peut être une solution pour que les branches politiques de la sécession et l'État du Cameroun s'asseyent et discutent pour voir comment sortir de ce trou. Et également pour que sur le terrain, on puisse savoir qui est qui. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on a fait 4 ans de guerre, il y a l'industrie de la guerre. Il y a des personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre finisse, qui ne sont sûrement pas dans la cause sécessionniste, mais seulement qui profitent du fait qu'il y ait ce chaos pour s'en sortir. Est-ce que vous avez appris? Allez à la CDC, si vous voyez les noix de palme au sol, au ciel, en train de se gâter, il y a des personnes qui exploitent ça. Il y a des plantations de cacao que des personnes exploitent dans les régions du sud-ouest. Vous croyez que ces personnes ont souhaité que la crise finisse aujourd'hui? Donc il est important qu'un cessez-le-feu soit négocié. C'est une question politique qui a besoin d'une solution politique. Ne venez pas sur les plateaux utiliser l'émotion des uns et des autres pour dire des choses. C'est bien de les dire, c'est bien d'accuser, mais les principaux responsables sont ceux qui gèrent ce pays. Aucun sécessionniste, aucun, n'a, le président de la République, selon la Constitution, est garant de la sécurité de tous les Camerounais. Aucun sécessionniste n'a reçu mandat pour moi pour faire quelque chose. Raison pour laquelle, lorsqu'on a ce type de situation, on se tourne vers l'État. On se tourne vers l'État. Et maintenant, il ne faut pas faire croire que nous avons un État où les soldats sont exempts de tout reproche. Gabou nous permet, et ça, ce sont les rapports d'enquête de l'État du Cameroun, qui ont indexé un certain nombre de soldats au niveau de l'extrême nord, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. On a vu des personnes tuer des femmes et des enfants. On les a vus et on a vu ce qui a été fait. Donc, il est important de régler les causes du problème. Les causes sont politiques et il est question qu'on s'asseye et qu'on en discute. Il n'est pas question de venir ici vouloir profiter de l'émotion pour dire n'importe quoi. Alors, Binyam, avec vous, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années qu'on parle justement de ce dialogue, de cette réconciliation. Il y a le grand dialogue national. À quelques semaines de la rentrée scolaire, on a vu quand même des leaders sécessionnistes qui ont encouragé le retour à l'école. Il y a quelques jours encore, on parlait d'un cessez-le-feu dans les régions dites anglophones. Et aujourd'hui, ce drame survenu samedi, comment comprendre? On n'a pas parlé de compréhension, mais quand même, ce sont des actes qui poussent à réflexion, des actes barbares, inhumains, qui suscitent la réflexion et peut-être une sorte de compréhension. Ok, j'aimerais d'abord préciser avant de commencer à argumenter, à répondre à la question, que pour mon grand frère Émile Lobé, moi je vais l'excuser parce qu'il n'était pas là lorsque le pacte a été signé. Sur ce plateau, on a signé un pacte. C'est M. Moutre qui a fait la charte et nous avons tous adhéré. On ne va pas parler politique dans le sens qu'un parti politique tire sur l'autre. Donc on va parler de Cameroun, on va faire des années de fond. Mon grand frère n'était pas là. Je l'excuse. Mais je n'excuse pas M. Moutre. Il vient de briser le pacte. Je m'attendais à ce qu'il fasse un signe au grand frère Élimé Lobé. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On a fait un pacte. Il n'a rien dit. Il a été consentant. Et puis lorsqu'il a pris la parole, il est dans ce sens. So, as in English, we say, let's go. Let's go. Bon. Une petite précision, quand on parle de gouvernance chaotique, on a brisé le pacte depuis. Ça a commencé là. Et Libé Lobé, qui nous suivait en repérage, a également compris ça. Ça a été réitéré, allons-y. Très bien. Donc, ce que moi je vais pas entrer. Ça a été réitéré. Moi, en tant que gentleman, je vous ai dit aujourd'hui, même si quelqu'un me suit, je sais pas l'analyse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu as raison. Ce qui s'est produit hier nous amène à voir les choses. La première chose, c'est qu'il faut rester prudent parce que l'historique des événements nous a attiré notre attention sur le fait qu'on ne doit pas faire des déclarations sans avoir des preuves. Des preuves parce que lorsque le grand débat s'est produit, on a vu des déclarations ça et là, que ce soit de la société civile, des partis politiques ou du gouvernement, qui ne concordaient pas
il n'y a aucun qui accusait les autres, et ainsi de suite. Le gouvernement avait fait un communiqué à l'époque pour nier un certain nombre de faits qui se sont plus tard avérés du côté de Gbagbo, après que le président Paul Biya ait instruit une enquête indépendante. Donc moi je préfère que dans la situation actuelle de ce qui s'est produit hier à Kumba, que nous restions très prudents dans les déclarations du sens accusation d'un camp ou l'autre. On ne peut pas en ce moment qualifier ces actes venant des séparatistes ou de qui que ce soit l'armée régulière ou les séparatistes. On décrit que ces gens étaient habillés en tenue militaire dans les déclarations des uns et des autres. Mais le fait d'être habillé en tenue militaire ne veut pas dire que ce soit l'armée camerounaise. Personne ne l'a dit, c'est pour ça que je dis que restons prudents. Nous nous demandons qu'une enquête indépendante soit prescrite. Que l'enquête commence son travail dès maintenant, comme ce qui s'est passé en Gabon. Pour que certaines vérités quand même ressortent, qu'il y ait un peu de pertinence sur les actes qui ont été perpétrés. Et maintenant, je reviens sur la crise anglophone globalement. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de parler d'une crise qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts? Est-ce que vous savez qu'on est en train de parler d'une crise qui a déjà causé près d'1 million de déplacés dans ces zones-là? Est-ce que vous savez qu'on parle d'une crise qui a paralysé l'économie de notre pays? Une crise qui a mis le plus grand employeur du Cameroun à terre, c'est-à-dire que la CDC, à terre complètement. D'une crise qui a mis à terre 30% de notre produit intérieur brut. C'est de cette crise dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Une crise qui prive les enfants d'aller à l'école depuis 4 ans. Il n'est plus question aujourd'hui de rester là accuser tel ou tel camp. La seule chose qui est urgente aujourd'hui, c'est de trouver une solution à cette crise. Je me suis pourtant engagé tout à l'heure à dire à mon grand frère Samuel Moto, que faisons une parenthèse. Vraiment, faisons une parenthèse. Mon grand frère Libeloube, s'il veut qu'on travaille ensemble, moi je vais venir vers lui. Je le dis sans autorisation du MRC. S'il veut qu'on sorte d'ici, qu'on travaille ensemble, je vais venir vers lui. Je vais aller vers mon grand frère Moto, Samuel Moto. Qu'on trouve une solution à cette crise. Je vous ai dit tout à l'heure, chez nous les bastards, quand il y a deuil, on met une parenthèse. On ne bagarre pas pendant la guerre. On trouve une solution pendant le deuil, je vais dire. On enterre, on pleure le nombre de jours qu'il faut, et puis maintenant on continue. Mettons une parenthèse. Concentrons nos énergies pour résoudre la crise anglophone. Mon ami du SDF, que j'aime beaucoup, a dit tout à l'heure qu'il faut urgemment que le gouvernement camerounais négocie. Ça dit que c'est le fait. Quand on dit négocier, ça ne veut pas dire que le gouvernement doit fléchir. Moi, je me suis toujours inscrit en faux à ceux qui disent que le gouvernement doit déposer les armes. Mais le gouvernement dépose les armes, il va veiller sur nous. Monsieur Bignami, le grand dialogue national, des résolutions étaient prises dans ce grand dialogue, mais on continue toujours à enregistrer des meurtres. Oui, c'est parce que c'est ça. Si on continue, c'est pour la pertinence. Si on continue, ça veut dire que le grand dialogue avait échoué. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on serait dans une situation améliorée aujourd'hui. Donc quand on voit l'escalade de la violence, les actes qui sont perpétrés au quotidien et la situation qui devient de plus en plus chaotique, ça dit que le grand dialogue national n'a pas eu les résultats escomptés. Je ne parlais pas en brèche ce qui a été débattu au grand dialogue national. On a donné un soutien spécial aux gens anglophones et autres. Mais tout cela, on a même parlé du plan de reconstruction, on ne peut pas reconstruire en ce moment. Même après la Deuxième Guerre mondiale, que le plan Marshall a été mis en pratique. On a commencé les constructions. Après la guerre, c'est en 1945. Ce n'est pas pendant la guerre. On ne peut pas reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui en l'état actuel. Donc l'urgence aujourd'hui, et je suis d'accord avec mon frère du SDF, que l'urgence aujourd'hui, c'est de négocier le cessez-le-feu. D'abord, négocier le cessez-le-feu et puis aller vers une médiation pour résoudre cette crise. Que cette médiation soit nationale, qu'elle soit internationale, qu'elle soit mixte, quelle que soit la forme. On dit souvent que le président Paul Biya est un menteur de la paix. Mais c'est le moment maintenant de confirmer que c'est un menteur de la paix. Il faut continuer vers la démarche de la négociation pour cette paix-là. Il n'est plus question de continuer à radicaliser les camps. Je vous assure, cette crise est en train de venir vers nous. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est une affaire de Boya, de Kumba, de Bamenda, de Manfé,
de Kumbo. Non, ça approche. Le Lébialem, il y a des zones dans le sud-ouest qui sont proches du Mungo. Nous sommes aussi menacés par cette situation. Il faut que ces enfants qui sont tombés hier, nous avons tous les enfants qui ont ces âges-là, qui sont à l'école, au lycée, à l'université. Dites-vous bien que c'est l'un de vos enfants, c'est l'un de nos enfants qui serait sorti hier matin pour aller à l'école et qu'on nous aurait annoncé que voilà, on a tué l'enfant. Donc, il est urgent aujourd'hui, j'ai dit mettons la parenthèse, c'est ma proposition, mettons la parenthèse sur les guéguerres politiques. Il est urgent aujourd'hui que nous, Camerounais, qu'on trouve un moyen de mettre un terme à cette crise-là. Le cessez-le-feu est urgent. La méthode de la Suisse n'est pas, l'hypothèse de la Suisse n'est pas à écarter. Okay? Au MRC, on a proposé par exemple une médiation avec un chef d'État africain en exercice ou un ancien chef d'État africain, le gouvernement camerounais, les partis politiques, la société civile, qu'on trouve une plateforme, une formule. Pour l'instant, mettons un stand-by à tout. Il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure. Donc l'urgence, c'est la résolution de cette crise anglophone-là. Mais ce sont nos frères qui sont en train d'être décimés. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant que ça? Des cœurs aussi durs. C'est mon message aujourd'hui. Alors, je continue avec vous. On parle justement de la radicalisation des séparatistes combattants, et certains observateurs politiques qui sont montés, qui ont fait des messages sur la toile, parlent d'une forte mobilisation militaire qui doit être introduite dans les régions dites anglophones. Est-ce que vous pensez que cela peut être la solution à ce problème? La violence attire la violence. Il faut être clair. Nous avons dans notre idéologie la démocratie. Si nous ne pouvons pas travailler pour l'être humain, pour qui allons-nous soutenir? D'abord. Donc il faut bien comprendre les causes profondes de la déchéance de la vie humaine au Cameroun. Il faut qu'on reste conscient que nous sommes en train de perdre la nation camerounaise. Il y a des responsables. Et ces responsables se reconnaissent. Il y a une première responsabilité qu'il faut dégager. Qui gère le Cameroun depuis plus de 38 ans? Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot, on enterre les morts, on oublie tout, d'autres morts vont encore revenir. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. J'aime quand on extirpe le mal. Et le corps devient un corps sain et peut vivre longtemps. Si vous laissez la gangrène se développer et vous passez le temps à couvrir et à encourager, vous n'aurez pas fait du bien à vos enfants et à vous-même. Ce qui reste vrai, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience et que le premier responsable fasse son mea culpa. Puisqu'il faut bien comprendre d'où est partie cette crise. Quand vous avez parlé de grand dialogue, tout le monde a un sens. Mais avait-on appelé ceux qui avaient réfléchi le dialogue inclusif au Cameroun? Edi Belobé le sait. Il a assisté à la COASIC où nous avions sorti les résolutions. Tout le monde l'a lu. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Il faut savoir que dans un pays où, après 60 ans d'indépendance, vous avez deux systèmes pour gérer les nationaux, alors qu'on parle de l'État unitaire. Je veux parler des systèmes de loi pratiqués au Cameroun. Vous avez le common law à droite et ce que nous disons ici à Douala et les autres parties francophones. Ça, c'est déjà une division. C'est déjà une division. Non, c'est déjà une division. Vous avez l'hymne national du Cameroun. Chanter l'hymne national qui est chanté en zone, dans les deux régions, vous traduisez en français si c'est l'hymne que nous avons ici en zone francophone. Ça n'est pas le même hymne national. Restons sur les problèmes fondamentaux du Cameroun. Puisque nous avons laissé les choses pourrir et on voudrait encenser parce qu'il y a eu des morts, il y en aura encore plus si nous ne stipons pas le vrai mal. Nous devons débattre des vrais sujets des Camerounais. Ce n'est pas parce que les gens vont utiliser leurs techniques de prévarication habituelles.
se partager le gâteau national et on va dire que oui, ils ont travaillé alors que ce n'était pas un travail profond. Mais dans le cas d'espèce de ces barbaries perpétrées à Kumba, quelles sont les responsabilités? Je vous en prie, monsieur, laissez-moi vous relancer. Est-ce que la responsabilité doit être pointée sur le président de la République, qui est représenté dans la région du Sud-Ouest par l'armée camerounaise, ou sur ces sécessionnistes combattants qui tuent, pillent, violent, décapitent des personnes? Est-ce que ce n'est pas le moment de concilier les efforts pour parler de solutions? Si oui, lesquelles? Très bien. Si nous voulons parler de solutions idoines, il faut d'abord se mea culpa du président de la République et de tout son gouvernement. Sans exception. C'est quoi le mea culpa? Ça veut dire qu'il doit accepter qu'il a échoué de tenir la devise du Cameroun qui est violée en ce moment. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Montrez-moi un seul pan qui réussit en 2020 que nous sommes là. Ensuite, d'autres vont vous dire qu'on ne doit pas parler du système politique en place. Je vais vous dire que si nous débattons pour les problèmes du Cameroun, on ne parle pas du système politique, c'est qu'on ne fait rien ici. C'est que nous perdons du temps pour rien. Vous avez un système, comme on est en train de parler d'opportunité, alors que le pays est géré pendant 60 ans par un système qu'il faut absolument fondre et retravailler le Cameroun. C'est pour ça que nous avons parlé dans l'un des piliers au Modena de la refondation consensuelle du Cameroun. Puisque nous savons que toutes ces choses doivent être débattues. Il faut qu'on travaille fondamentalement pour le pays Cameroun. C'est notre patrimoine à nous tous. Ne faisons pas comme les enfants qui sont morts samedi et hier. Ce sont des enfants des autres, ce sont nos enfants. Et dans le système traditionnel africain, quand vous avez un mal qui perdure, vous asseyez et vous essayez de chasser cette malédiction. Et si nous devons garder la malédiction et pleurer les morts chaque jour, ça veut dire que nous sommes fiers de voir les morts au quotidien. Nous avons commencé par le vaccin, où les gens disent non, d'autres disent oui. Dans le principe, le vaccin est une bonne chose. Mais s'approprier, c'est l'autre. Maintenant, quand nous parlons du Cameroun et qu'on ne veut pas toucher les problèmes de fond de ce pays, ça veut dire que nous ne voulons pas résoudre le problème qui détruit le Cameroun. Ce problème, c'est qu'il faut que les gens respectent la devise du Cameroun. Priscille, je ne suis pas sûr que va rester longtemps. Monsieur, la vérité peut bien blesser, monsieur. Si vous êtes en train, si vous voulez chuter, chutez, je vous en prie. Donc, pour chuter, il faut que chacun prenne conscience que nous avons tous accompagné ce qui arrive. Et ce qui nous arrive, ça n'arrive même pas seulement aux gens du Nord, Ouest, Sud-Ouest. Ça nous arrive à nous tous. Et travaillons pour qu'il y ait une solution pour que demain, nous ayons une devise respectée. Alors, Monsieur Nimilobe, quelques heures après ces actes de barbarie, le préfet a instruit une recommandation. On a passé à l'interpellation des riverains de cette école où des jeunes élèves ont été abattus, froidement assassinés. On parle justement de la réaction des populations et dans sa déclaration devant la presse, il incitait les populations à travailler ensemble avec l'armée camerounaise pour aider. On soupçonne la population d'avoir laissé faire, sinon comment comprendre le crépitement des balles et ne pas réagir jusqu'à le départ des séparatistes. Et certains hommes politiques, personnalités ont réagi, notamment l'ambassadeur de France sur son compte Twitter, Christophe Goulou. On a vu la réaction des autres hommes politiques, Abralibi et autres, qui demandaient justement la paix, le retour de la paix dans cette zone anglophone et surtout un grand cœur pour la région de Kumba. Première chose, pour la ville de Kumba. Si vous avez signé un pacte ici, si j'avais été là, je ne l'aurais pas signé. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va dire qu'on excuse. Si vous avez signé un pacte, pour ne pas dire que les partis politiques sont mauvais, Monsieur William a voulu, je fais une précision. Vous avez le droit de parler, vous avez la parole. J'arrive à l'essentiel. Je commence d'abord par vous dire que ce n'est pas aujourd'hui. Et il y a très longtemps que j'ai dit qu'il y a des gens qui sont dans la scène politique camerounaise au titre de l'opposition qui n'ont rien à faire là-dedans. Je me bats tous les jours pour qu'on les chasse de l'opposition qui rentrent où ils étaient. Ils étaient dans le régime. Et ils font partie de ceux qui aggravent la crise anglophone. Je n'ai pas peur de le dire, M. Bignam. Le MFC fait partie de ceux qui aggravent cette crise.
y compris des partis comme le modèle Naki, pour des raisons d'affinité tribaliste, c'est bref, MRC et puis font tout ce qu'ils font là. Il n'y a aucun problème au monde qu'on résout sans connaître les responsables. C'est de ça qu'il est question. Ce discours politiquement correct où on fait semblant d'implorer je ne sais qui pour dire que oui, asseyons-nous, on s'assoit avec qui? C'est de ça qu'il est question. On s'assoit avec qui? Pour parler de quoi? On s'assoit avec quelqu'un pour parler de la sécession. On s'assoit avec quelqu'un pour parler de la sécession. Quelqu'un dit que je veux couper une partie du Cameroun. Quelqu'un ne se dit pas Camerounais. Vous prenez sur vous de dire qu'il est Camerounais. Quelqu'un dit qu'il n'est pas Camerounais. Les gens disent qu'eux, ils ne sont pas Camerounais. Et vous, pour résister, vous décidez de dire que ils sont Camerounais, il faut qu'on discute avec eux. On discute avec des gens qui ne sont pas Camerounais. Donc, le problème du Cameroun, les gens disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas Camerounais. Prenez acte qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas Camerounais. Vos jérémiades ne changent rien dans leur tête. Les gens disent qu'ils veulent couper une partie du territoire. Vous dites qu'il faut discuter avec eux pour leur proposer le fédéralisme. Ils vous ont demandé le fédéralisme. Vous avez entendu Ayou Kabe ou bien tous ces gens qui sont aux États-Unis placés partout. Ils vous ont parlé du fédéralisme. Pourquoi vous prenez votre programme politique pour le greffer sur des agissements qui n'ont rien à voir avec votre programme politique? Quand les gens veulent le fédéralisme, on prend ailleurs, on coupe sa tête. Quand vous voulez le fédéralisme, vous venez dans une école comme ils sont venus hier. Vous tuez les gens parce que vous voulez le fédéralisme. Le fédéralisme a fait partie des propositions qui ont été faites au peuple camerounais. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 2011 que M. Foundi porte par la parole de ceux qui aspirent au fédéralisme. Il est battu aux élections et son score est décroissant. Il faut bien qu'on écoute le message des électeurs camerounais. Ou bien on n'a plus d'élection et ça devient la loi de la jungle. Ou bien les gens ont la culture démocratique et reconnaissent que si j'ai une vision de la société et que je vais aux élections, je suis battu, cela veut dire que la société ne partage pas ma vision des choses. C'est de ça qu'il est question au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui prétendent être des démocrates et qui ne veulent pas accepter le résultat de l'élection? Vous voulez faire du fédéralisme, d'accord. Vous allez aux élections, vous avez 3%. Vous devez en tirer les conclusions ou pas? Vous venez expliquer la crise par des choses qui n'ont rien à voir avec cette crise. Cette crise n'a rien à voir avec les deux systèmes électoraux. Ou bien deux lois, ou bien un hymne national qui a été mal traduit. Ça peut avoir. Vous tuez les enfants là parce qu'on a mal traduit l'hymne national. C'est de ça qu'il est question, c'est ça le problème. Est-ce que les raisonnements que les uns et les autres développent à la suite de ces événements-là, ces raisonnements ont quoi à voir avec le comportement que les gens ont? C'est une façon de dire aux gens que eh bien, on braque les banques ici parce qu'on est mal gouverné. On braque les banques parce qu'on est mal gouverné. Aux États-Unis, où on prétend qu'on est bien gouverné, en France, en Suisse, partout où on prétend qu'on est bien gouverné, on ne braque pas les banques. Il n'y a pas de meurtre là-bas. On négocie avec les meurtriers en Suisse. Aux États-Unis, pourquoi vous êtes pressé? Vous avez parlé tout à l'heure 2 fois. Moi, je ne vous ai pas, je n'ai pas de rapport. Donnez-lui mon temps de parole. Non, donnez-lui mon temps de parole. Il veut venir nous expliquer d'un projet politique qui n'a rien à voir avec la demande sociale du Cameroun. Il faut que les gens acceptent. Parce que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que sous le prétexte de l'existence d'un test vertueux qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, les gens veulent renverser un régime démocratiquement élu. Sous le prétexte qu'on a la liberté de contester les élections, vous voyez ce qui se passe en Afrique. Aucun président ne gagne plus l'élection. Tous les opposants ont la liberté de construire les États parce qu'ils ont perdu les élections, ils disent qu'ils les ont gagnés. M. Kanto a contesté l'élection avant même que les résultats de cette élection ne soient produits. Il a dit qu'il a gagné. Du coup, c'est ça qui est à l'origine. Je veux la gâter.
je vais la gâter. Vous voulez la réparer, vous voulez la réparer, sauf que je vous dis simplement que je ne suis pas politiquement correct. Vous comprenez? Je ne suis pas non politiquement correct. Vous passez tout votre temps, je suis en train de vous répondre. Sauf que je ne suis pas là pour vous répondre, pour vous plaire. Ma réponse n'est pas destinée à vous plaire. Je vous dis que le mal se répand. Monsieur Kanto a dit qu'il a gagné les élections avant même que les résultats des élections soient. Cellou Diallo fait la même chose. Il est en train de faire la même chose. C'est aussi, c'est parce que l'hymne national de Guinée est mal traduit qu'on est en train de brûler en Guinée. C'est parce que l'hymne national de la Côte d'Ivoire, ou bien il y a deux systèmes judiciaires ou juridiques, ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en train de brûler. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun sont dans des problèmes à cause de la qualité des hommes politiques. La qualité des hommes politiques, c'est de ça qu'il est question. Quand vous avez des hommes politiques qui pensent qu'on peut transgresser les principes fondateurs au nom de certaines choses, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme la liberté de penser, comme la liberté d'opinion, et patati et patata, vous êtes dans la déconstruction même de l'état de société. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une revendication corporatiste, et d'autres viennent se greffer sur la revendication corporatiste. Ceux qui ont fait la revendication corporatiste au Cameroun, ont-ils quelque chose à voir avec Ayoub Sissoukou qui demande la sécession? Ils ont quelque chose à voir? Agbombala a quelque chose à voir avec Ayoub Sissoukou? C'est vous qui prétendez parler pour ces gens-là. Agbombala n'est jamais venu sur un plateau de télévision vous dire qu'il faisait son syndicalisme pour que Ayoub Sissoukou profite de ça pour parler de la sécession. Vous dites qu'ils étaient dans une négociation. Ils ont voulu parler du fédéralisme. C'est la compétence des syndicats de parler de la forme de l'État. La forme de l'État est une matière politique. Ça se discute par les acteurs politiques. Et au Cameroun, comme partout ailleurs, même si on peut comprendre le rapprochement entre les syndicats et les forces politiques, les forces syndicales, c'est des forces bien spécifiques. Elles ont leur mission. Sauf si vous voulez que, parce que vous voulez atteindre vos objectifs politiques, il faut créer un mélo général. Est-ce que c'est la responsabilité d'Agbombala en tant que syndicaliste de parler de la forme de l'État qui est inscrite dans la Constitution? C'est pour ça qu'il faisait la marche syndicale. Pourquoi vous prenez les propos d'Agbombala, vous prenez la lutte d'Agbombala qui n'est pas la vôtre et vous voulez vous greffer à la lutte d'Agbombala? C'est ça qu'on a appelé la récupération politicienne. Et c'est elle qui est à l'origine de l'aggravation des problèmes qui n'ont rien à voir avec vos projets politiques. Sur la question de la crise anglophone et des assassinats qui sont perpétrés, quelles sont les solutions que vous proposez? La solution, elle est militaire. Quand vous tuez des gens, on vous désarme. On vous arrête, on vous traduit au tribunal. On ne fait pas un débat. Vous avez vu un débat en France, les gilets jaunes ont fait des casses sous prétexte de faire des manifestations pacifiques. Ils ont fait des casses. Ceux qui ont été arrêtés, on a fait un débat avec eux. On les a traduits devant les tribunaux. C'est de ça qu'il est question. Quel est ce discours où vous avez des meurtriers qui sont à visage découvert et vous venez vous asseoir? Eux-mêmes ne demandent pas à venir sur les plateaux de télévision. C'est vous qui prenez leurs agissements. Et c'est pour ça qu'on parle de fonds de commerce politique. C'est-à-dire que des agissements qui relèvent de la violation des principes, vous en faites matière à vous permettre à exister politiquement. Il y a des élections. Vous n'allez pas aux élections pour dire aux gens que si nous on est élus, on va faire asseoir tous ceux qui ont coupé les têtes de Ayafor et des autres. On va discuter avec eux pour trouver une solution. Et vous verrez si la société va vous élire. La société ne vous élit pas. Vous sortez des élections, vous faites comme si c'est vous qui avez gagné ces élections. Vous faites des injonctions à celui qui a gagné les élections. Quel est ce type de démocratie? Supposons que M. Kanto ait réussi à chasser Paul Biya. Oui, supposons que M. Kanto, à l'issue de ces marches qu'il voulait organiser pour chasser Paul Biya, avait réussi à le chasser. Il aurait laissé que Paul Biya aille dehors organiser aussi les marches pour le chasser. Puisqu'on veut chasser les gens qui sont élus. C'est de ça qu'il est question. Et tous ceux qui bavardent ici disent qu'ils ont signé un pacte pour ne pas parler des partis politiques. Ils sont des imposteurs. C'est les partis politiques qui sont à l'aggravation, qui sont à l'origine de l'aggravation de cette crise-là.
Puisque le discours d'un certain nombre de partis politiques qui se pensent politiquement très corrects, qui croient tenir un bon discours, bon à écouter, ils pensent qu'il faut s'asseoir pour négocier. Et ils critiquent donc le gouvernement. Autrement dit, chaque fois que la crise s'aggrave, c'est bon pour eux. Puisque ça leur permet d'asseoir la critique contre le gouvernement. Mais qu'est-ce que le gouvernement a à voir dans une affaire où vous prenez la tête d'Ayafo, vous coupez une seule chose, c'est de désarmer, de poursuivre celui qui a coupé la tête d'Ayafo, de le traduire devant les tribunaux et qu'il soit condamné en fonction, en vertu de nos lois. C'est pas un dialogue. Bon. Alors, monsieur, on va faire un dernier tour sur la question. Je commence par monsieur Bignam. Moi, vous savez, je suis un homme de parole. C'est mon feu père qui m'a appris ça. Un homme à sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'ai donné ma parole. Mais Joseph Antoine avait dit que chez nous n'est pas ça. Il y a des personnes qui trompent beaucoup de choses. Il y a des personnes, lorsqu'on les voit avec des cheveux blancs, on les appelle bonbon. Avant, les cheveux blancs chez nous ne veut pas dire être bonbon. Parce que le bonbon chez nous, c'est le sarrache. On va avoir les cheveux blancs comme M. Émile Lobert et comment ne pas avoir la grâce de Dieu, d'avoir la sagesse. Donc vous voyez que sur ce plateau, je suis son jeune frère et moi j'aimerais l'amener à la raison aujourd'hui pour ces gens qui sont tombés. Je continue à dire que, et je ne suis pas d'accord avec mon frère de l'opposition et avec M. Émile Lobert, qui disent qu'il est temps de dire que c'est l'opposition, c'est les sociétés civiles, sont les ONG, c'est les États-Unis, c'est le gouvernement, c'est Paul Biya qui est responsable. On est en train de dire que la situation est tellement enlisée, compliquée, qu'il est urgent de négocier, de cesser le feu. Je suis d'accord avec mon frère Steph. Urgence, négocier, de cesser le feu. En Afrique du Sud, au Rwanda, après le génocide, c'est lorsque les gens se sont assis sur la table, après avoir trouvé des solutions, qu'on a mis sur pied ce qu'on appelle la commission vérité et réconciliation. La commission vérité et réconciliation, c'est à partir de cette commission que les responsabilités sont dégagées. C'est là où on a vu les gens en Afrique du Sud, au Rwanda, s'agenouiller, pleurer, des hauts gradés, des gens de l'opposition, de la société civile, les présidents, les chefs d'État, s'agenouiller devant le peuple, pleurer, dire, je présente les excuses. Ça, c'est la phase finale. Mais le plus urgent, dans toute résolution de crise, dans le monde entier, c'est la négociation de cessez-le-feu. Voilà pourquoi à un moment donné, je prends l'exemple de la pandémie. Quand la pandémie commençait, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a donné le mot d'ordre, l'urgence du cessez-le-feu dans tous les foyers de tension dans le monde entier. Parce qu'il y avait péril à la demeure. Et ce péril-là, c'était la Covid. Alors, en l'état actuel de l'escalade de la violence dans le Nozo, je continue à rester constant sur ma position, que l'urgence, c'est la négociation, c'est sur le feu. Les responsabilités vont se dégager après. Après ce cessez-le-feu, lorsqu'on va s'asseoir sur les tables de négociation, on va arriver à une phase de vérité, réconciliation et paix. Et c'est dans cette étape-là que les responsabilités vont être dégagées. Et je vais vous dire une chose. À quoi nous sert de dire que c'est telle personne qui est immédiatement responsable ou telle autre partie si nous n'avons pas de solution après? Les responsabilités, nous les jetons les uns et les autres depuis pratiquement 4 ans. On n'a pas bougé d'un seul pas. D'un seul pas. Je crois que toutes les forces et tous ceux qui aiment le Cameroun aujourd'hui doivent se déshabiller et se dire, nous mettons de côté nos chapelles politiques, nos convictions religieuses, ceci et cela. Nous voulons nous asseoir pour résoudre la crise anglophone. Un cessez-le-feu est urgent. Après le cessez-le-feu, on s'assoit sur la table de négociation. On va définir les canons qu'il faudra, le modèle qu'il faudra utiliser, que ce soit une médiation nationale, une médiation internationale, une médiation mixte. On va la définir ensemble en tant que Camerounais. Moi, je ne suis pas partisan des gens qui pensent que c'est l'étranger qui doit résoudre nos problèmes. Je ne suis pas partisan. Je dis je ne suis pas partisan.
Moi, je pense que nous pouvons résoudre ce problème. C'est une question de volonté politique. Et c'est là où je suis encore d'accord avec mon frère de SDF. C'est une question politique qui doit avoir une solution politique. On ne doit pas sortir du champ politique. Si on veut sortir du champ politique pour gérer ça du point de vue légal, on n'arrivera jamais à une solution. Lorsque M. Elimil Robert dit qu'il veut gâter l'émission, vous voyez d'abord la violence verbale. C'est vous qui avez dit que je veux la gâter. Moi, je ne suis pas venu faire une émission pour vous dire. Je suis venu vous tenir responsable. Je vous tiens pour responsable. Si ça tient que Michel a cassé gâté. 20 secondes, je vous en prie. Donc, ce que je veux dire, Priscille, c'est que le problème est politique. Qu'on ne le juge pas du point de vue légal, sinon ça va empirer la situation. La solution n'est pas militaire. Même M. Samuel Moké est d'accord avec moi que la solution n'est pas militaire. Quand vous dites ça, vous insultez même aussi l'intelligence et la volonté aussi, président Paul Biya, de vouloir résoudre cette crise. C'est lui qui a initié le grand dialogue national. Et vous dites que la solution est militaire. Alors, M. Samuel, les solutions pour sortir sur ce sujet de cet assassinat des élèves dans une école à Kumba. Alors, je voudrais bien conseiller à mon fils, Bignam, je m'appelle mon photographe et c'est ton père, M. Bignam, que la solution n'est pas militaire, mais elle est républicaine. Dans toutes les solutions républicaines, effectivement, vous pouvez avoir un certain nombre de personnes qui disent effectivement nous venons à la raison, nous respectons les lois et les règlements, mais vous pouvez également envisager que la République puisse protéger, sécuriser un certain nombre de choses. Et dans le cadre de cette protection, de cette sécurisation-là, vous ne pouvez pas faire l'économie, effectivement, d'utiliser un certain nombre de moyens que je ne voulais pas citer ici pour ne pas vous heurter. Et quand j'ai dit tout à l'heure, effectivement, qu'on ne sommes pas là pour faire la politique aujourd'hui, et que je me quitterai le plateau, je n'aurai aucune hésitation à quitter le plateau si on revient, on me ramène dans le même travers, c'était effectivement parce que j'espérais qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui seraient compris des uns et des autres. Dans ce que je ne comprends pas, c'est que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris comment la République fonctionne. Il y a, effectivement, quand vous parlez au système de dialogue, je me rappelle cette phrase malheureuse là d'Abobala au grand dialogue national, se levant et disant le minimum que le parti d'en face peut accepter, c'est la fédération. Le minimum qu'il puisse accepter, c'est la fédération. Non, dans le cadre de la négociation de la forme de l'État, on utilisera les canons nécessaires, républicains, pour pouvoir dire effectivement quelle est la voie que nous suivons. On ne se lève pas dans le cadre d'une instance comme cela pour pouvoir vous dire, je vous dis que le minimum que nous pouvons accepter pour qu'on puisse sceller la paix, c'est effectivement de nous dire effectivement que nous avons évolué vers la modification de la forme de l'État. Et tout le problème, il est là, parce que quand vous les écoutez, et d'ailleurs, monsieur Bignam, votre leader ne vous facilite pas la tâche en la matière quand il vous dit effectivement dans le cadre après d'avoir mollement condamné, combien de morts faut-il encore pour qu'une solution politique ramène la paix dans le Nozo. Il parle de la solution politique, moi il parle d'une solution républicaine. Et il faut qu'il admette à un moment donné que c'est une solution républicaine qui va faire en sorte que l'on puisse sortir de cette impasse-là dans laquelle les gens nous ont amenés. Je voudrais caricaturer. Règle numéro 1. Dans une république, il n'y a rien qui doit nous paraître comme étant insupportable. Règle numéro 2. Si dans votre environnement à vous, vous considérez qu'il y a à un moment donné quelque chose qui vous semble insupportable, à la première règle. Parce que la République, c'est vous donner des solutions. Et dans le cas de ces solutions-là, on ne pourra pas me rabâcher les oreilles en disant qu'on regarde d'abord les causes profondes. Sinon, autrement dit, nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir tout justifier, y compris nos errements. Dans ce qui s'est passé dans le nord et sur le sud-ouest républicain, là-dedans, qui ont fait des actes de déviance. Les canons de la République ont été mis en branle. Une autre solution qui, à ce moment-là, nous donnerait un autre cap. Dans le cap de ce qui est défini aujourd'hui, elle est définie, notre vie politique est... Est-ce que vous avez un conflit avec votre voisin? Qu'est-ce que vous faites, Pucelle? Vous prenez la maquette? Non, il y a une instance qui va vous départager. C'est une instance républicaine. Lorsque vous avez une différence de ce genre,
les mécanismes républicains, les voies républicaines qui vous ont donné dans le cadre de la première règle que j'ai énoncée, rien n'est insupportable. C'est de dire qu'à un moment donné, on patientera et on posera le problème à l'instance nécessaire, dont fait partie effectivement Elimbi Lobé. C'est de dire qu'à ce moment-là, attendra le temps nécessaire pour pouvoir poser l'ensemble de ces problèmes-là sur la table de telle manière à ce que l'instance à laquelle on se réfère, l'instance du moment à laquelle on se réfère, puisse nous donner la solution nécessaire. S'il y a majoritairement à l'intérieur d'une république les gens qui disent qu'ils sont citoyens, et dans le cas de ce que, parce que je suis minoritaire à ce moment-là, j'accepterai que la majorité puisse effectivement fixer ce cap républicain-là qui fait qu'on va tendre vers le fédéralisme. Il n'y a pas de connivence. Dites ça à votre leader de Moudegna. À dire effectivement, parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a des illuminés qui ont pensé qu'il faut couper le Cameroun en deux, on va négocier. Il n'y a pas de négociation en la matière. La seule négociation, c'est qu'on attendra l'intérêt d'une campagne électorale pour pouvoir dire la République que nous voulons pour demain, ce sera une République fédérale. Et à ce moment-là, s'ils sont majoritaires, on acceptera qu'ils sont majoritaires. Mais rien au monde ne peut justifier une prise d'armes. Dites ça au Moudekna, dites ça également au MRC, dites ça au SDF. Également trouver une justification à vous couper la tête. On va prendre les armes, contraindre telle ou telle autre personne. Vous savez, ce qui nous protège dans la République, effectivement, ce sont ces lois et les règlements. Sinon, c'est peut-être parce que je parle plus fort, je vais vous imposer ma loi. L'éducation qui fait que vous devez respecter le volet. Aujourd'hui, effectivement, on en est effectivement à la tuer de part et d'autre parce qu'effectivement, il y a une digue sociale. Parce qu'on a admis qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne sont aucune instance républicaine pour dire que le lundi ne fonctionne pas. Les gens sont partis le samedi. Qui ne sont pas enregistrés doivent se rapprocher de l'autorité administrative pour avoir des dispositions, pour bénéficier des dispositions sécuritaires. Les établissements qui sont enregistrés de la sécurité. C'était un établissement que cet établissement est là. Comme vous, j'ai vu dans quelle partie de la constitution du Cameroun cette tripartite a eu lieu parce que le Cameroun s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait plus gouverner. Après les 6 mois de propager, est-ce que je vais vous priver de ce droit? Ici, c'est 61. C'est le gouvernement qui a discuté avec les prisonniers sécessionnistes. C'est l'État du Cameroun qui a travaillé avec le gouvernement suisse pour leur médiation dans le processus de Genève qu'ils ont enclenché. Vous venez ici dire que ce gouvernement qui pense que la négociation peut aboutir à quelque chose est en train de se tromper. Vous êtes plus royaliste que le roi? Non. Il est question qu'à partir d'aujourd'hui, que tous les Camerounais se mettent dans une logique de résolvons cette crise. Et pour la résoudre, comme je dis, que ceux qui ont les armes négocient le cessez-le-feu. Et après, on pourra voir les meilleures formes. Et pour finir, s'agissant toujours du fédéralisme, M. Elimbi, la commission Moussongue, commission pour le multiculturalisme, qui a dépensé des centaines de millions pour acheter des voitures pour cette commission, ils sont descendus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'une des solutions, pour ne pas dire la première solution qui revenait, c'était le fédéralisme. C'est-à-dire que même l'argent du contribuable qu'on a utilisé pour mettre sur une commission qui est descendue sur le terrain, discuter avec des Camerounais de ces régions, est rentrée avec comme solution le fédéralisme. On a fini d'utiliser notre argent, qu'on implémente ça. Donc, soyons sérieux, nous voulons le cessez-le-feu pour que vous cherchez le saut pour crise sociopolitique nord et sur le conseil. Si nous nous asseyons avec pour intention de résoudre ce problème, nous allons le résoudre à moins d'1 heure. Mais si nous nous asseyons parce qu'on voudrait discuter les partages de quoi qui vont dans cette zone, je veux parler partout. Parce que si nous voulons propre, s'il faut rester républicain, M. Motte, c'est une obligation. Juste pour rester républicain, oui. Ça voudrait dire que le gouvernement actuel et son président démissionnent là. Parce que ils ont créé eux-mêmes la guerre. Depuis 4 ans, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Et quand vous n'arrivez pas à apporter une solution, alors que vous avez en charge
d'apporter ces solutions. Qu'est-ce que vous faites? Quelle solution que vous préconisez en 30 secondes? C'est le départ de la démission. C'est le départ du système actuel. Ça, c'est la fondation consensuelle du Cameroun. C'est là que le Cameroun va le mettre. Pourquoi on ne soit pas mal compris? On admet effectivement qu'à travers des corps sociaux dans une république, on puisse donner la place à la négociation. Mais vous voyez très bien là également, laisser à travers les instances. Parce que, écoutez, l'autre chose également que je voudrais préciser, je veux dire, Machiavel, par exemple, n'était pas épéciste. Voilà ce qu'il nous laisse comme héritage à la postérité. Il ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter la guerre. Le seul moyen pour pouvoir éviter la guerre, effectivement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de désordre. Dans ce que nous avons cautionné à l'intérieur du Nord-Ouest, nous avons cautionné un désordre qui est fait aujourd'hui. Parce que quand Abel Elimbe le bénéficie sur la déclaration du Conseil des droits de l'homme, il veut seulement revenir à la rescousse de ce qu'il a dit, l'article 29, où effectivement qu'il n'y a pas de place à la désordre, il n'y a pas de place au désordre à l'intérieur d'une république. Là également, vous voyez très bien que de manipulation en manipulation, c'est pour ça effectivement quand vous parlez de négociation, vous savez, parce qu'on a un point de vue divergent, on sort toute forme d'argument. Voilà un argument qui vient de nous sortir tout à l'heure sur l'article 47. Je voudrais seulement, pour que fermer le débat là-dessus, je voudrais vous lire le contenu de cet article. Il est tout simplement écrit: toute proposition de révision de la présente constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est considérée comme étant irrecevable. Comme pour dire quoi? Intangibilité des frontières. Personne n'admettra que l'on puisse porter atteinte à la nation camerounaise constituée là ici sous la forme d'une fédération. Mais ce n'est pas le fédéralisme qu'on grabait sur le map à travers cette constitution-là. Et vous voyez très bien, pour pouvoir cautionner le fait effectivement que les gens puissent être déjà au nord et au sud-ouest, il vous récite à longueur de journée cet article 47. L'article 47 disait tout simplement, mais c'est un principe fondamental sacré. On ne porte pas atteinte à l'intégrité d'une nation. Et dans le cas du Cameroun à l'époque, comme c'était une fédération, on ne portera pas atteinte à l'intégrité de la nation camerounaise constituée ici là sous forme d'une fédération. Monsieur Nibile, avant la réaction de monsieur Nibile. Je veux dire que ce débat, c'est toi qui conduis le débat. Non, allez-y, monsieur Nibile. Le débat ne t'arrange pas. Prends tes clics et monsieur, je vais vous donner la parole, monsieur Nibile. Non, je vais d'abord montrer aux gens qui nous regardent jusqu'à quel point les gens se disent des démocrates, or ils sont des esprits totalitaires. En réalité, les gens parlent du peuple. Ils ne sont pas prêts à écouter ce peuple. C'est pour ça qu'ils ne vont pas aux élections. Parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter le peuple. Ils ne veulent pas affronter le peuple. Ils ne veulent pas la décision du peuple. Et quand on ne veut pas la décision du peuple, on est justement contre l'état de société, au sens de force et de vie. Ils ne veulent pas l'expression de la souveraineté populaire. C'est pour ça qu'on va aux élections. À la sortie des élections, les gens continuent à vous tenir les mêmes discours contre lesquels le peuple s'est prononcé. Mais monsieur Pélap, vous me dites que je suis allé aux élections. J'avais mes idées, j'ai été battu. Et tu attendais la prochaine fois. Vous m'avez vu empêcher Noah Collins, qui a gagné les élections, d'être le député de la circonscription. Non. Vous m'avez vu mener une campagne contre Noah Collins. Les élections sont passées. C'est Noah Collins et Touté Malice qui ont gagné les élections. C'est le RDPC qui a gagné les élections. Vous m'avez vu contester la victoire du RDPC. C'est de ça qu'il est question. Vous contestez les décisions rendues par le peuple souverain. Vous voulez qu'on remplace le peuple par des instances informelles dites de négociation. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que, comme vous êtes incapable d'aller aux élections, comme vous êtes incapable de les gagner, vous souhaitez qu'on mette le peuple à l'écart. Et puis déjà, ça c'est un petit groupuscule de personnes totalement illégitimes. Ça c'est pour négocier. Négocier quoi? Vous dites que la commission Moussongué est allée au nord-ouest et au sud, elle a consulté les gens, elle a dit que les gens veulent le fédéralisme. Mais le fédéralisme, ça, ils veulent le fédéralisme pour le nord-ouest et le sud-ouest. Ils veulent le fédéralisme pour tout le Cameroun. Ça demande. On nous a consulté. C'est vous qui avez envoyé la commission. C'est moi qui parle. Je croyais que votre esprit démocratique allait accepter que je parle. Parlez. Vous dites
dites que la commission, non seulement je n'ai pas entendu la commission de son rendre un rapport où il dit qu'au nord-ouest, au sud-est, les gens lui ont demandé le fédéralisme, et je prends acte que vous vous comportez comme si le Cameroun c'était le nord-ouest et le sud-ouest. Et que les autres parties du Cameroun qui ne veulent pas du fédéralisme ne comptent pas. Si le nord-ouest et le sud-ouest veulent le fédéralisme, alors on met le fédéralisme. Même si le centre, le sud, l'est, l'extrême nord ne veulent pas du fédéralisme. C'est ça votre mentalité? Pourquoi vous allez donc aux élections? Ça explique pourquoi vous soutenez ceux qui prennent les armes. Et que John Founi aille à dire que s'il était jeune, il allait rentrer en bourse pour assister les sécessionnistes. Il avait dit. Ça montre très bien que en réalité vous parlez de démocratie, mais vous ne voulez pas de la démocratie. Quand vous dites que il faut la Constitution n'a pas prévu le grand dialogue, la tripartite, et qu'on est quand même allé à la tripartite, c'est précisément parce que la tripartite était informelle que celui qui l'a demandé n'était pas tenu. Il n'était pas tenu. Et quand on allait au grand dialogue, j'ai eu à le dire avant, je n'étais même pas encore invité, je ne savais même pas que j'allais un jour assister au grand dialogue. J'ai dit aux gens que c'est Paul Biya qui vous a invité. Vous êtes ses invités. C'est lui qui vous donne l'ordre du jour. Vous avez vu qu'avant le grand dialogue, il y a eu tout un débat sur de quoi on devait parler. Il y avait des gens qui ne voulaient même pas que le président de la République et son premier ministre, qui est chargé d'appliquer sa politique, conduisent le grand dialogue. Et j'ai dit aux gens, mais attention, le grand dialogue est un acte politique de celui qui a gagné l'élection. C'est lui qui dit de quoi il veut parler. C'est lui qui dit pourquoi il veut vous consulter. C'est lui qui décide de qui dirige cette affaire. D'où vous vient le pouvoir de décider que M. John Goute, son premier ministre, ne doit pas diriger cette affaire. Et vous étiez de ceux qui disaient que tant que c'est John Goute qui dirige cette affaire, vous n'assisterez pas. Vous vous êtes ressaisis, vous avez assisté, vous avez même présidé des commissions. C'est ça, le retour à la sagesse. On a des extravagances, des idées qui sortent de nulle part. Parce que vous êtes incapable de vous organiser et de gagner l'élection. Les gens veulent substituer au peuple des instances informelles qui n'ont pour seul et ultime aboutissement que la promotion de l'esprit d'anarchie. Parce que quand vous allez vous asseoir dans vos dialogues que vous demandez, moi je suis pour qu'il n'y ait aucun dialogue avec vous. Allez aux élections. Allez aux élections. Gagnez les élections. Et je vous rappelle que les élections de représentation, c'est-à-dire les élections législatives, ont eu lieu au nord-ouest et au sud-ouest. Le SDF a été battu. Il a saisi les instances que lui-même reconnaît, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Il a annulé les élections dans 11 circonscriptions sur 13 sièges. On a repris les élections et le RDPC a regagné les mêmes 13 sièges. Ça ne vous parle pas? Quand les choses se passent comme ça ne vous parle pas? Noté, monsieur. Alors vous continuez à venir nous tenir un discours éculé ici. Vous dites que le nord-ouest et le sud-est veulent le fédéralisme. Mais si le nord-ouest et le sud-est veulent le fédéralisme, c'est le SDF qui devait gagner les élections là-bas. Pourquoi le SDF ne gagne pas les élections là-bas? Il a commencé par avoir le plus grand nombre de députés à l'époque où il ne parlait pas du fédéralisme. Quand il a commencé à parler du fédéralisme en 2013, en 2011, aux élections de 2011, il a commencé à parler du fédéralisme, il a eu 13 députés. Et son nombre de députés a baissé jusqu'à devenir 1. Monsieur Limbilema, on en reparlera, on va lire la réponse. Voilà, quand vous avez sur la ligne de profil politique, vous devez tirer les leçons et savoir que vous proposez aux gens quelque chose, de deux choses l'une. Ou bien les gens ne veulent pas ce que vous leur proposez, ou bien vous leur proposez ça si mal qu'ils ne comprennent pas ce que vous leur proposez. C'est noté, monsieur Limbilema. Rapidement, on va lire quelques messages avant de poursuivre cette émission qui s'achemine dans quelques minutes. Bonjour panel. Pardon, il faut dire de rester, à ce monsieur de rester honnête. Les gens ont été tués, des enfants ont payé pour cela et ont accepté et on accepte la triste besogne des commanditaires et tentent de trouver la responsabilité au gouvernement. C'est de la mauvaise foi. Le message n'a pas été signé. Christian Mann, finalement, signe le message. Je voudrais savoir ce qu'il se passe réellement dans les régions du sud-ouest et nord-ouest Cameroun au point d'en débattre sur la vie des personnes qui ont été tuées, des enfants innocents.
Certaines images montrent un bébé de près de 5 ans qui a été tué. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit du fédéralisme à ce moment? Je vous en prie, taisez-vous et prions nos morts. Le message n'a pas été signé. Bonjour le panel, bonjour les fans de LTM, la télévision qui monte. Je suis désagréablement surpris que... je suis d'abord surpris des réactions des uns et des autres. Bonjour, c'est M. Ndila Armand. Pourquoi le peuple camerounais a trop de problèmes? Pas de réaction pour la suite du message. On va lire encore quelques messages arrivés. Bonjour à M. Elimbi Lobert. Nous aimons vos interventions. Vous êtes pragmatiques, réalistes, qu'on doit arrêter, qu'ils attendent les élections et que le gouvernement prenne des décisions pour pouvoir régler la question du Nord et Sud-Ouest Cameroun. L'armée doit faire son travail. C'est Marlin depuis PK13 qui nous envoie le message. Rapidement, on va prendre donc le dernier sujet de cette émission. Il s'agit de la dette du Cameroun. Depuis le 12 octobre 2020, déjà, l'opinion publique nationale a pris connaissance de ce que la dette du Cameroun se chiffre à près de 5,766 milliards de francs CFA, soit 12,815 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Et pour la première fois, l'institution bretonne a publié justement la liste des pays africains qui sont endettés. La première question, je la pose à vous, M. Bignam. La dette publique au Cameroun est-elle soutenable au regard de son utilisation dans le pays? Avant de parler de la dette du Cameroun, je voudrais préciser une chose. Globalement, le Cameroun est endetté à hauteur de 38% de son pays. On mesure la dette du pays par rapport d'un pays par rapport à son pays. Dans le service de la dette, on sait que ce sont des projets de développement qui sont bénéficiaires de la dette publique au développement. Ce que je veux préciser, c'est que les États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance mondiale, sont endettés à hauteur de 5,7% de leur PIB. Ça veut dire que le Cameroun est en deçà de la moyenne de la CEMAC qui est autour de 70%. Donc, sur ce point-là, le Cameroun se porte bien. Maintenant, le problème de la soutenabilité de la dette du Cameroun commence à se poser à partir du moment où on se questionne sur l'impact de cette dette au quotidien, sur le panier de la ménagère. Est-ce que cette dette que nous comportons sont utilisées à bon escient? Projets dans lesquels nous contractons, pour lesquels nous contractons l'État qui contracte ces dettes, est-ce que ces projets sont réalisés à temps? Est-ce que ces projets sont réalisés selon c'est-à-dire les objectifs qui ont été fixés, selon le cahier de charges? Je prends un exemple. Si on contracte, l'État contracte une dette, par exemple auprès de Exim Bank, China, pour bitumer l'Arcelor Douala Yaoundé sous forme d'autoroute, et que le cahier des charges qui a été confié à la société, aux entreprises qui ont gagné ces marchés publics, le cahier des charges parle peut-être de 10 ans, ou bien disons de 3 ans d'exécution de travaux, ou de 5 ans. Et qu'on se retrouve en train de faire ces travaux au-delà du délai, sans que ces travaux ne soient réalisés au moins à 50%, ça partit seulement que l'impact de la dette du Cameroun commence à poser problème. Quand on contracte une dette pour lancer des projets d'accroissement de notre capacité d'électricité à travers les barrages hydroélectriques, et qu'on sait que pour la construction d'un barrage, le barème mondial voudrait qu'un barrage de 100 MW, de 1000 MW coûte, je dis n'importe quoi, 10 milliards, et que au Cameroun, ce barrage soit taxé à 30 milliards, 3 fois, c'est un exemple, le coût. En ce moment-là, on se pose la question, est-ce que la dette contractée est en train d'avoir son effet escompté? Lorsqu'on contracte des dettes et qu'on continue à voir que le train de vie des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de l'État est au roublard, ils ont des parkings ronflants, on se pose des questions, à quoi est destinée cette dette? Lorsqu'on sait que
nous contractons des dettes pour développer notre pays et qu'on constate qu'il y a des détournements de deniers publics et qu'il y a près de 3 gouvernements en prison, partant du Premier ministre jusqu'au commis d'État, qui ont détourné pas des petits paquets, des paquets importants, selon les rapports du DCS, où d'aucuns détournent des centaines de milliards, on se pose la question à quoi sert cette dette. Donc, j'ai été précis pour présenter que le niveau d'endettement du Cameroun est en descend même de la moyenne. Le Cameroun a la possibilité de s'endetter encore plus pour être à la moyenne de 70%, parce que nous sommes à 38% actuellement du PIB, moyenne CEMAC. Les États-Unis, j'ai commencé par dire qu'ils sont endettés à hauteur de 100,7% de leur PIB. Ça veut dire qu'ils ont explosé le compteur. Mais cependant, lorsqu'on regarde l'indice de la richesse, on regarde le PIB par tête d'habitants et autres, qui est important. Lorsqu'on sait que le niveau de vie moyen d'un Américain est acceptable, voilà pourquoi on a beau dire qu'ils se comportent comme les gendarmes du monde, ils n'ont pas le soin de donner à qui que ce soit, ils sont pires. Mais si on dit maintenant aux Camerounais, aux Africains, qu'il n'y a plus de visa pour aller aux États-Unis, les portes sont ouvertes, l'Afrique va se vider. Ça veut dire que voilà un pays qui est surendetté, mais qui utilise sa dette pour créer la richesse, pour créer la richesse et permettre à ce que les gens soient à l'aise dans leur pays. Voilà pourquoi on parlait de différentes administrations. Quand l'administration Bush finit son travail, l'administration Obama propose quelque chose d'important, okay? Il vient, il fait sa part, et puis il est sanctionné ou il s'en va. On installe l'administration Trump. Donc la dette au Cameroun est mal utilisée. On ne peut pas être dans un contexte actuel où il y a des détournements des deniers publics par les communes de l'État et on commence à croire que la dette est bien utilisée. C'est là, à ce niveau, que se pose un problème, mais pas tant au niveau du taux actuel. Alors, au regard de ce qu'a dit Bignam, est-ce qu'on peut dire que la qualité de la dette au Cameroun est un problème ou si c'est tout simplement son utilisation qui cause des problèmes? Déjà, on va dire que c'est l'utilisation parce qu'en réalité, comme il a dit, dans l'espace CEMAC, il y a un certain nombre de critères de convergence sur le plan économique. Et l'un des critères de convergence, c'est justement 70%. La dette ne doit pas dépasser 70% de la richesse du pays. Ça, c'est ce qui est clair. Donc, on est vraiment en deçà de ces 70%. Sauf qu'il y a 2 éléments qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on s'est endetté pour un certain nombre de projets. L'une des poches importantes de cet endettement, c'est la CAN. Parce qu'on a emprunté près de 2 000 milliards pour construire les stades. Sauf que nous sommes en 2020 et les stades ne sont pas encore achevés, avec toutes les infrastructures qui vont avec. Le stade déjà pas mal terminé. Non. Le stade Paul Biya est terminé après le 85%. Madame, vous allez me dire... Ce que je vous dis, on n'a pas pris l'argent seulement pour les stades. Il y a également les infrastructures comme les routes. Vous avez actuellement, ouais, s'il vous plaît, oui, je vous dis, c'est pour l'organisation de la CAN. On a pris près de 2 000 milliards sur la période dont on parle. C'est-à-dire que les 2 000 milliards ont permis d'acheter un camion de gravier à 700 000, ont permis d'acheter un sac de ciment à 16 000, c'est-à-dire quasiment 5 fois le prix du sac de ciment. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a pris de l'argent pour construire des infrastructures. Malheureusement, on les a dilapidés. Il faut pas oublier que c'est nous qui allons rembourser cet argent. On a l'autoroute Douala-Yaoundé, il a parlé de ça. En 4 ans, on a fait 60 km sur environ 170 ou combien. C'est-à-dire que voilà une autoroute qui devait être livrée en 2000, je crois que c'est 2016. En 6 ans, on a fait 60. Donc ça finit, on fait 10 km d'autoroute par an. Je tiens à vous dire qu'au Sénégal, en 2016, je vous dis bien, au Sénégal, ça a commencé en quelle année? Au Sénégal, ça fait pas 6 ans. Monsieur, 2014-2020, ça fait 6 ans. Au Sénégal, je ne me rappelle pas la date de début, c'est tellement loin, monsieur Mout. Au Sénégal, monsieur Macky Sall a construit ce type de route en 1 an. Nous, on est à 6 ans. Quand on dit 6 ans, ça signifie quoi? Ça veut dire que l'entreprise qui est là doit payer ses employés. Il y a des engins qui tournent tous les jours. Donc, le problème du Cameroun, c'est l'utilisation. C'est l'utilisation de sa dette. C'est comme au niveau personnel.
lorsque je prends un crédit pour aller manger le soya, le poisson brisé, c'est clair que j'aurai du mal à rembourser. Mais lorsque je prends un crédit pour aller faire une plantation d'ananas, une plantation de maïs, je sais qu'après 3 mois, si j'ai fait 1 hectare de maïs en ayant dépensé mes 500 000, je serai autour de 1 million. Donc je pourrais aller rembourser le capital et avoir mes 400 000. Au niveau de l'État, l'État s'endette justement pour pouvoir mettre sur pied un certain nombre d'infrastructures qui vont favoriser le développement de la zone ou bien du pays et également nourrir l'économie. Parce que lorsqu'on décide de construire un stade, il y a des gars qui sont au quartier qui ne faisaient rien. Ils travaillent sur le stade pendant 4 ans. Il a un petit capital qu'il peut investir dans un autre domaine, même si on l'a pris de façon temporaire. Lorsqu'on décide de construire une route, ça permet de désengorger les zones de production qu'on connaît. Moi, par exemple, je passe beaucoup de temps dans une région de l'Ouest où il y a des projets qu'on a initiés depuis 2016, projets de route. Vous avez la plaque. Jusqu'à aujourd'hui, même le terrassement n'est pas fini. Donc, le problème du Cameroun, le problème de la dette camerounaise, c'est l'utilisation qu'on en fait. Ce n'est pas le niveau de la dette. Alors, une question que j'ai envie de vous poser, M. Samuel Mout, est-ce que l'endettement de fonctionnement doit-il être évité ou tout simplement on peut parler du profit de l'endettement d'investigation ou de renforcement des capacités, d'investissement ou de renforcement des capacités? Ce qui est préférable, c'est de s'endetter effectivement pour les générations futures pour éviter d'entendre ce que très souvent on a entendu comme ça, mais sans aucune base intellectuelle nécessaire, de foguer aux générations d'après une dette que vous avez vous-même contractée pour pouvoir assurer votre quotidien. Dans le cadre effectivement de l'investissement, c'est une gestion de bon père de famille qui consiste à dire que lorsqu'on n'a pas de ressources nécessaires, on peut également recourir à des ressources extérieures pour pouvoir faire en sorte d'aller un peu plus vite, d'aller sûrement, mais de faire en sorte qu'on puisse aménager pour les générations d'après une certaine infrastructure qui les permet de vivre dans des conditions meilleures, tout au moins des conditions qui soient différentes des nôtres. Et dans ce cas-là, effectivement, personne ne peut pas. Et dans ce cas-là, on a plutôt été d'une prudence absolue, parce que quand vous regardez effectivement le niveau d'endettement d'un certain nombre de pays, effectivement, ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Et c'est bien effectivement, quand ils ont fini de hurler à travers les réseaux sociaux toute une semaine, à dire effectivement que le Cameroun est surendetté, c'est bien également, c'est tout à l'heure honneur d'arriver sur un plateau de télévision et de commencer effectivement d'être raisonnable. Parce qu'effectivement, quand on regarde les radios prudentielles et effectivement les critères de convergence, on dit qu'on a défini à l'intérieur de la CEMA, par exemple, que le taux d'endettement qui peut être considéré comme étant supportable pour une nation, c'est 70% de son produit intérieur brut. Et là, effectivement, dans notre cas, nous sommes dans un taux qui tourne autour de 38%, donc nous avons encore suffisamment de la marge. Mais là également, c'est une information qui a été mal diffusée. Il faut faire une différence entre l'endettement lui-même et le service de la dette. Le service de la dette, c'est ce qu'on vous demande dans le cadre d'un exercice nécessaire de rembourser. C'est-à-dire que l'amortissement de l'emprunt plus les intérêts que vous devez que vous avez obligation de payer à l'ensemble de vos créations au courant d'une période. Et là également, il y a une déformation terrible dans le cadre du ministère de communication de l'article de Bien Afrique qui a été récupéré et puis badardé pour pouvoir dire là également on va utiliser ça contre le gouvernement. Et ça n'a rien à voir là également. C'est-à-dire que quand on vous dit par exemple que le Congo a un service de la dette qui fait pratiquement la moitié. Le Congo aujourd'hui, à l'heure actuelle, est à contrario, est surendetté par rapport au Cameroun. Mais dans le cadre de ce qui a échu, qui sera échu pour 2021, ils ont un volant de paiement qui est inférieur au nôtre. Et cette information d'ailleurs, c'était plutôt une bonne information pour les pays comme le nôtre. C'est-à-dire que la Banque mondiale était en train d'envisager en disant, dans le cadre de 2021, compte tenu d'un certain nombre d'événements majeurs qui sont intervenus, notamment le Covid, il faut qu'on trouve des allègements pour que les États ne soient pas asphyxiés en termes de paiement de ce qu'ils ont contracté avant. Et dans ce cas-là, effectivement, le Sénégal et le Cameroun avaient un volant d'endettement un peu plus élevé en termes de remboursement au courant de cette période. Mais là également, je veux dire, ce que nous faisons aujourd'hui comme étant investissement structurant, c'est plutôt une très bonne chose qu'on ait une capacité, qu'on ait une confiance vis-à-vis de nos bailleurs qui également n'hésitent pas à nous prêter de l'argent. Et dans ce cadre-là, effectivement, je crois que le Cameroun était pour un très bon risque. Il n'y a pas à parler là-dedans. Pour les problèmes de coût des infrastructures, effectivement, c'est un autre débat. Mais là également,
l'autoflagellation ne grandit pas une nation comme la nôtre. J'ai vu effectivement des gens me causer. Aujourd'hui, quand on vous dit que le stade de Japoma est l'un des meilleurs stades, des 10 premiers stades, les meilleurs au monde, effectivement, il y a de quoi s'enorgueillir. De même que celui qui est en train de sortir à Oulende, effectivement, ça va faire un sujet de fierté pour les Camerounais aujourd'hui. Si on a dû s'endetter pour pouvoir le faire, effectivement, il n'y a pas de quoi pallier. Alors, M. Taïou, avec vous en 30 secondes vraiment, on revient justement sur cet endettement au Cameroun et le rapport publié par la Banque mondiale fait état de ce que les pays les plus endettés en Afrique sont ceux qui sont les plus sous-développés. Oui, justement, il faut comprendre que la dette du Cameroun peut être gérée à bon escient si le système en place le veut. Mais il faut qu'il commence d'abord par lever les boucliers. Le premier bouclier, c'est que M. Elimbi Lobe et M. Mott demandent au président Paul Biya que tous les gens qui travaillent dans ce système appliquent l'article 66 pour que la lutte contre la corruption prenne son envol, pour que les prévarications cessent, la corruption et autres. Et à partir de là, le pays va se relancer avec cette dette. Mais si nous prenons de l'argent pour que quelques-uns se partagent cet argent, avec les projets qu'on brandit devant, ça voudrait dire qu'on est en train d'abuser le peuple camerounais. Je prends un bon cas. Prenons le port de Kribi. Est-ce que ce port est rentable au jour d'aujourd'hui? Il y a un mécanisme de rentabilité qu'on n'a pas mis en place, justement parce qu'on veut justifier les dépenses sans que le peuple ne s'en rende compte. Vous ne pouvez pas mettre un port en eau profonde en place sans qu'il y ait un autoroute qui arrive là-bas, sans qu'il y ait de chemin de fer au même moment. Tout le monde, nous avons le port. Ça veut dire que vous avez créé un port qui ne peut pas être rentable. Il le sera. Je prends un autre cas. C'est pas de En 10 secondes, parce qu'on est en train de conclure l'émission. Vous me donnez des secondes, mais je voudrais même m'arrêter là pour que vous soyez tranquille. Je vous en prie. Allez-y, c'est mon tour. Vous avez écouté. 30 secondes. J'espère que les gens ont écouté. L'opposition. C'est cette opposition-là qui est dangereuse. Au lieu de battre Paul Biya aux élections, ils sont incapables. Ils lui demandent d'appliquer l'article 66. Battez-les aux élections. Et vous l'avez appliqué. Et vous allez appliquer l'article 66. L'article 66, non, l'article 66, vous avez dit que... Vous avez dit qu'en République, on applique les lois. L'article 66 est contenu dans la Constitution du Cameroun. Il est question que M. Biya l'applique parce qu'il a prêté serment de défendre la Constitution du Cameroun. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Tu t'ajoutes mon temps? Non, on n'ajoute pas. Voilà. Il faut parler, tu vas te taire. Je t'ai. Voilà. Ben, c'est bon. Je pense que c'est un gentleman agreement. Pour dire simplement que M. Biya gouverne mal. Enlevez-le. Gagnez les élections. C'est de ça qu'il est question. Pas de faire 30 ans de péroraison creusée sur les plateaux de télévision. Vous voulez démontrer au Camerounais que le pays s'est mal gouverné. Si le pays s'est mal gouverné, les premières personnes à le sentir, c'est les Camerounais qui votent pour bien. S'ils le votent, ça veut dire qu'ils ne croient pas en vous. Ils ne voient pas en vous une véritable alternative. C'est-à-dire que votre comportement en tant qu'acteur politique dans la conquête du pouvoir est un comportement qui n'apporte rien de nouveau dans l'esprit du décideur qu'est l'électeur. La dette camerounaise est mal gérée. Vous en avez parlé. Mais pourquoi les prêteurs continuent à prêter? Pourquoi? Tout ce que vous voulez renvoyer ça par les méthodes de la prévarication, je dis de l'argent du Cameroun. Les Camerounais qui voient qu'on leur prête de l'argent, vous leur dites que cet argent est mal géré, on conduit les grosses voitures sur le bas, dès qu'on vous tend le micro, vous ne parlez que de la mauvaise gestion. Les Camerounais, prochaines élections, comme vous faites là, ça fait 30 ans qu'on fait comme ça. La prochaine élection en 2025, revenez encore leur dire comment on a conduit les gros, on n'a pas conduit les bons stades et tout ça. Ils vont encore voter pour bien. Parce que la solution, ce n'est pas dans vos discours incantatoires. La solution est en vous.
est-ce que vous êtes des alternatives crédibles? Est-ce que vous prouvez aux Camerounais que si vous êtes à la place de Paul Biya, vous allez emprunter et quand vous emprunterez, vous ne sera que pour faire des investissements rentables? Là est la question. Est-ce que vous prouvez ça aux Camerounais? C'est la réponse est que depuis 30 ans, vous n'avez pas prouvé aux Camerounais que vous pouvez faire mieux. Merci. Et c'est avec votre mot de fin que nous allons conclure cette émission. Merci M. Eric Pellap. Merci l'honorable Samuel Mout. Merci M. Taillou. Vraiment, je vous promets que vous aurez le meilleur jeune de la prise de parole la prochaine fois. Monsieur Binois, vous l'avez pas été là. Monsieur, merci à tous ceux qui l'ont regardé. La fin de l'émission. La rediffusion de cette émission ce soir. Ce sera 21h. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir à tous. Bon dimanche. Did